Par contre, là, quand il y a la correction comme en ce moment, Ouais. il n'y a plus personne. Hein. Quand il se met au poker, le mec, il finit 6e mondial. Quoi. Il y a des ingénieurs seniors, Ouais. ils se demandaient comment ils faisaient pour pas se suicider. Ce qui est une phrase très forte, mais. Étonnamment, Oussama m'étonnera toujours, en fait. T'as vu comment il se fige ? Ouais, Il a pas vécu la scène. lui a sûrement peut-être tout compris, je ne sais pas. Hein. Ah bah oui, on lui a dit de gagner de l'argent. l'argent, il a fait 100 000 euros en 3 mois. Et effectivement, tu n'as plus aucune réflexion sur toi-même. Et moi c'est pareil. Hein. Salut Charlie, comment ça va ? Salut Hugo, bah, ça va très bien, ça va très bien. Dis-moi, est-ce que tu as des choses qui t'ont trigger cette semaine, des choses que tu aimerais nous partager ? Ah, il y en a. Ok. Il y a eu beaucoup de contenu de Blanco, de Oussama, de Yomi, autant sur Sans Permission que leurs chaînes respectives. Tu veux commencer ou je commence du coup ? Je te laisse. Tu me laisses la Vas-y, main ? tu C'est commences. parti. Je te montre la vidéo. Et ce qui me plaît aujourd'hui dans ce que je fais, parce que je suis pas un gros dépensier pour être honnête, si je veux devenir millionnaire, c'est pas pour claquer 1 million et me faire kiffer et aller sur un yacht ou autre. C'est pas le truc qui m'apporte le plus de plaisir, même si je l'apprécie quand j'ai la chance de pouvoir l'avoir. Mais ce qui m'excite et ce qui me plaît, et ça c'est un truc qui a toujours été en moi, c'est le fait de pouvoir performer. C'est le fait de pouvoir me challenger. Tu vois, je te donne un exemple tout bête. J'ai eu une saison dans ma vie où j'étais très très engagé dans le sport et je m'étais fixé l'objectif de faire plus de 100 kilos à l'arraché avant 18 ans en crossfit, tu vois. Et le niveau d'intensité que je mettais dans mes entraînements pour pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est exactement le même sentiment que j'ai dans le business. Et je pense que ce qui me motive encore aujourd'hui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait de me voir progresser, c'est le fait de me voir évoluer. Et l'argent, c'est une métrique très très simple pour voir si tu fais un truc bien ou si tu fais un truc mal. Donc par rapport à ce qu'a dit justement Blanco, je trouvais ça super intéressant. Surtout vers la fin, j'ai voulu en fait un peu mettre toute la vidéo pour que ce soit bien expliqué, qu'il n'y ait pas forcément de sous-entendu, etc. Par rapport au sentiment de performance, après je parlerai un peu plus des métriques au niveau des performances, etc. C'est que j'ai le même ressentiment que lui. J'aimerais juste affirmer ce qu'il a dit par rapport à mes expériences et à mon vécu, tout simplement, que ce soit à la fac. J'arrivais pas forcément à la fac, en tout cas même dans le sport de manière générale, à juste y aller pour chill, tu vois, juste pour me dire tiens, ça peut m'apporter quelque chose de santé, tu vois. J'y vais vraiment pour la performance. Quand j'y vais à la fac, j'y vais pour être 18 et le numéro 1. Pareil pour le sport de manière générale, essayer forcément de performer et d'aller chercher des grosses barres. Et là, lui, l'amplifie la chose également dans le business, où en fait, il va carrément dire bah moi, je veux juste être le meilleur dans mon biz, essayer de générer plus d'argent possible. Et je trouvais ça super intéressant parce que je pense avoir exactement le même mindset, c'est pas forcément d'aller chercher à juste être riche pour être riche, quoi. Comme il l'a dit, hein, l'argent est une mesure métrique aujourd'hui, permet en fait finalement de se dissocier à d'autres personnes. Et à tout ça, quoi. Bah écoute, moi qui te connais bien, effectivement, vous avez le même mindset. C'est-à-dire, là-dessus, je t'ai jamais vu faire un truc à la cool. Et moi, je suis un peu comme ça aussi, donc je pense que c'est super ça. À la fac, c'est là où on s'est croisés justement et qu'on y est là pas pour rigoler, quoi. Et d'ailleurs, on se dit même c'est ridicule parce que complètement. Tu travaillerais un quart du temps que tu as passé. Ouais. Et en fait, tu aurais pratiquement les mêmes résultats. Bah c'est cette parce que oui, au début, tu progresses super vite, en tout cas dans les études. Tu comprends les concepts assez vite. Et après, pour grappiller les 2-3 points de plus pour avoir 15 au lieu de 12, c'est un travail monstrueux. Mais ça revient finalement à cette loi de Pareto, hein, qu'on en parle souvent, hein, de cette loi qui est super intéressante. Des 20% des actions amènent 80% des résultats. Et donc, on aurait très bien pu se contenter de travailler que 20%. Exactement. C'est-à-dire 5 fois moins. Complètement. Et on aurait eu notre diplôme. Mais c'est ça que j'arrive pas à me dire, c'est que du coup, lui, il a cette mindset sur son business et c'est là où je me dis, mais est-ce qu'il a raison finalement d'aller chercher cette performance ? Est-ce que c'est sain même de manière naturelle dans sa tête, tu vois ? C'est comme Yomi. Ils travaillent du matin au soir, en fait. C'est des performeurs. C'est comme des athlètes de haut niveau. Si tu veux réussir à leur niveau, surtout au niveau de Yomi, et je pense que Blanco, il est en bonne voie, hein, quand même. T'es obligé. De toute façon, c'est ça qui les fait avancer. Et j'avoue que moi, je suis un peu comme ça. Je peux te donner une petite anecdote pour le coup. Ah oui, on aime ça. C'était en 2007, quand j'ai passé le diplôme donc à Cumez, haltérophilie, culturisme, musculation éducative et sportive et d'entretien. Oh, joli. Tu le connais encore. Donc j'ai fait la formation, j'ai fait tout ça, j'ai commencé le coaching en salle, je commençais à avoir mes premiers clients et puis je me suis dit, d'accord, c'était avant Internet. Enfin, il y avait Internet, bien sûr, mais il n'y avait pas le coaching en ligne et tout ça. Ok, c'était pas aussi public. Tu vois, YouTube, c'était pas dans les mœurs. Il y avait un petit peu Dailymotion à l'époque, mais ça commençait tout juste. Et il n'y avait pas ces histoires de je coach en ligne et c'est scalable et je peux faire des millions. Oui. Okay. Donc je me rappelle, j'étais dans le métro. Je regardais dehors et je me suis dit, donc je vais avoir mes quelques clients, je vais me faire 3 000 € et c'est fini, quoi. Ouais, finalement, ouais. Et là, tout est tombé. Je n'ai pas été à l'examen.
ça y est, c'était fini, quoi. Ah, parce que c'était pas scalable sur le temps. C'était pas scalable. En gros, j'avais fini le voyage, ça y est, j'allais avoir le diplôme et puis j'avais mes clients. Mais il n'y avait pas de progression, il n'y avait pas de choses à aller chercher, un peu comme Blanco. Hein, qui aujourd'hui est coach et finalement. Il pourrait très bien se dire, ok, là je fais 100 000 euros par mois, j'arrête. Et ben non, il continue parce que ce qui l'amuse, lui, et ce qui le motive, c'est de progresser. Et moi, j'ai eu ce même sentiment, donc je comprends bien ce qu'il dit, à se dire, bon, moi je vais avoir ma petite clientèle. Et toi, comme finalement, t'as vu que c'était. Pas scalable comme tu l'as dit, du coup tu t'es arrêté, t'as été frustré par la motivation nette, quoi. Tu dis ça sert à rien que tu mettes du temps là-dedans. Mais ce qui est pas mal, c'est que finalement t'as réussi à arrêter d'un coup. Mais ça m'a complètement cassé la motivation. Ouais, ça t'a. Ok, c'est marrant. Parce qu'après, parce que c'est combien de temps la formation? C'était pas très long, hein. C'était 6 mois. Ouais, non, mais j'aimais bien la muscu, j'ai appris beaucoup de choses sur la physiologie et tout ça, donc j'ai beaucoup aimé. Mais après le coaching, quand je me suis rendu compte que j'allais avoir ma petite clientèle privée et puis que c'était fini. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, je rebondis un peu sur ce qu'il a dit à ce pauvre Antoine Blanco, par rapport à la mesure métrique qu'il y a aujourd'hui, c'est l'argent. Tu penses qu'aujourd'hui, vraiment, l'argent, c'est ce qu'on... en tout cas, qui permet de se différencier par rapport aux autres, quoi. C'est pas se différencier, moi, comment je l'ai compris, ce qu'il a dit, c'est la métrique objective et mesurable qu'il a sous la main, pour pouvoir, surtout quand tu es chef d'entreprise, pour voir si ton business progresse, en fait. Ouais, ton chiffre d'affaires, finalement. Et donc, si tu progresses en business, évidemment, tu progresses en chiffre d'affaires. Donc, c'est un métrique super intéressant à regarder. Mais tu vois, je le pousse encore plus loin, ce genre de choses. C'est que carrément à l'individu propre, tu vois. Je cherche pas forcément l'entreprise. Je me dis, est-ce que moi, Hugo, combien je suis, je suis à temps et mais regarde, c'est comme à la muscu, toi tu veux performer sur tes barres, là on parle pas de performance personnelle, on va dire, c'est circonscrit dans cette activité là, quoi. Tu vois, dans chaque activité, j'ai l'impression que tu essayes de pousser la perf au max. Complètement. Donc au global, tu progresses, quoi. Je pense qu'on a fait le tour, hein. On passe à la suite. Malheureusement, entre le montage de cette vidéo et le tournage, Antoine Blanco a décidé de supprimer sa vidéo. Alors pour remettre dans le contexte, Antoine était à un événement de coworking et il disait que la chance, c'était un élément sous-coté dans le succès, et notamment que c'était 60% de sa réussite. 60%. Wow. Je remets le sujet de la chance sur la table. On en a déjà parlé la dernière fois. Dans la première épisode. Mais d'ailleurs, on pourrait même en parler une troisième fois avec l'archevêque, le PDG de Ledger, effectivement, qui ne veut absolument pas admettre qu'il y a de la chance. Mais bon, ça, on reviendra là-dessus. Donc revenons sur Blanco. Il nous dit il y a 60% de chance dans sa réussite. La chance est sous-cotée, quoi. Et sous-cotée, mais là-dessus, je le rejoins. Je le rejoins complètement. Déjà, c'est vrai qu'il a raison. Il y a là où t'es né. Dans quel environnement t'es né? Je sais pas si on peut le compter, en fait, parce que... moi, un peu quand même. Parce que déjà, rien que si tu comptes ça, ça change tout, quoi. Je pense que c'est moins 50%. Ça change tout. Après, c'est la chance, quoi. Si tu rencontres la bonne personne au bon moment, ok, t'as mis tout en place, t'as mis tous les process. Oui. Tu t'es formé, t'as créé l'environnement pour que cette chance arrive, cet événement chanceux arrive. T'as tout mis en place pour que quand ça arrive, que tu sois prêt et que ça clique. Comme a pu faire, je rejoins un petit peu Yomi, quand il a eu la chance, on va dire, ou en tout cas l'opportunité de rencontrer Oussama, pour que ça cliquette bien, comme tu dis, tu vois, il s'est bien formé en amont, il a bien regardé toutes les vidéos de Oussama pour être sûr de redire la même chose. Donc c'est vrai que le travail est très important, mais aussi avoir ces opportunités. Donc pour moi, la chance de pouvoir faire certaines rencontres, etc. Tu vois, Blanco, il a tout mis en place pour, si j'ai bien compris, pour rencontrer Yomi. Effectivement. Et pour se faire pote avec Yomi en lui apportant de la valeur. Exactement. Donc il a vraiment mis en place une stratégie, peut-être inconsciente au début, mais quand même. Ouais. Mais il y a un peu de chance, parce que sa personnalité n'aurait peut-être pu ne pas plaire à Yomi, par exemple. D'accord, il a tout mis en place, un écosystème pour plaire à Yomi, mais c'est pas évident. Donc pour moi, il y a de la chance. Oui. Et les mecs, je ne sais pas pourquoi, ils veulent pas l'admettre. C'est un truc de dingue. Mais l'archevêque qui a du mal à l'admettre, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Parce que pour lui, c'est 95-5 quasiment. 95% de travail et 5% de chance. Pour lui, il n'y a pas de chance. L'archevêque, donc PDG de Ledger de l'époque, il l'est plus maintenant. Il détient quand même 15% des... mais il n'est plus dans l'opérationnel du tout. Il veut plus en entendre parler parce que ça lui a brisé le cœur d'être viré du board. Donc là, on l'éjecte un peu comme ça. Ça lui a vraiment brisé le cœur. Je peux comprendre cette frustration. Littéralement, puisqu'il s'est retrouvé avec un problème cardiaque. Le jour là, tu m'avais dit. C'était ouf. Lui, en gros, il dit qu'il n'y a pas de chance et que tu mets en place en tant qu'entrepreneur tout l'écosystème pour que quand il y a l'événement qui arrive, tu sois prêt à l'accueillir. Donc il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Soit t'es arrivé trop tôt, soit t'es arrivé trop tard. Mais quand tu foires et que c'est pas forcément ta faute, finalement, t'as tout mis en place comme il fallait, mais que juste ça ne marche pas, t'es pas arrivé au bon moment.
Voilà. Donc c'est de ta faute. Donc ça n'a rien à voir avec la chance pour lui. Voilà. Et je trouve ça un petit peu particulier, cette mentalité. Moi, je le comprends parce que ce pauvre l'archevêque, il a presque tout réussi. Hein. Et à chaque fois qu'il lance un business, c'est exceptionnel, ça marche. Mais ça cliquait trop bien. Donc je suis d'accord qu'il a du talent. Il a sûrement un sixième sens. Qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas forcément. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne comprend pas. Mais même toi, quand tu as pu faire certains business quand tu étais un peu plus jeune, effectivement, mon premier business, j'avais 18 ans, on monte un site internet à l'arrache, ça marche tout de suite. On comprend pas, en fait, tu te dis qu'il n'y a pas de chance et tu te demandes pourquoi les gens font pas ça. C'est là où tu es un peu sur une planète un petit peu, où tu es un peu au-dessus. Voilà, en fait, dès le début, tu réussis tout. Tu dis, il n'y a pas de chance, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Ouais, c'est les autres qui ont pas. Et tu te rends pas compte que tu étais sur le bon marché au bon moment, par hasard, sans faire d'études de marché, sans avoir même réfléchi à ta stratégie. Parce que toi, tu as pu faire aussi plusieurs business, on va dire, t'en as essayé, t'en as qui ont réussi, d'autres pas forcément. Ouais. Et contrairement à l'archevêque, finalement, tu vois, qui lui on a fait peut-être 5 ou 6, peut-être une dizaine, j'en sais rien, qui ont à chaque fois une bonne réussite, tu vois. Chaque fois, il y a eu une belle levée de fonds. Même quand il se met au poker, le mec, il finit 6e mondial, quoi. Ouais, ou 3e français, en tout cas. C'était assez impressionnant. Ouais. Donc le mec, quand il y va à fond, tu vois, il connaît pas l'échec. Ça, c'est un pote qui m'a dit ça un jour. J'ai fait waouh. Quand j'y vais à fond, tu ne connais pas l'échec. Tu sais bien, la ritournelle de Yomi, c'est que si tu fais un truc suffisamment longtemps, t'es obligé de réussir. Je suis pas forcément en accord sur ses propos, mais... Non, non. Parce que moi, je peux lui donner des contre-exemples de gens qui ont essayé toute leur vie qui n'ont pas réussi, quoi. Mais après, d'après l'archevêque ou d'autres, c'est parce que soit ils n'ont pas fait assez. Ils sont pas arrivés au bon moment. Par contre, le bon moment, ça existe quand même. Mais c'est dur. Moi, je trouve que c'est hyper dur à timer le bon moment, tu vois. Là, c'est l'IA aujourd'hui qui occupe principalement tous les esprits, on va dire, qui est, on va dire, le truc mainstream où tout le monde en parle. Ouais, le timing, c'est super. J'avais fait une société, c'était de l'affichage sur véhicules de transport. Voilà, on a essayé de faire ça. Bon, déjà, c'était pas du tout notre domaine, on savait même pas ce que c'était une régie publicitaire. Enfin, vraiment. Donc t'as dû te former déjà. Ça, c'est on s'est même pas formé, donc vraiment, on a fait du mieux qu'on pouvait, mais franchement, nul. Okay. Nul. Mais par contre, on proposait, ça c'était en 2005, et on proposait la géolocalisation des véhicules pour les partenaires livreurs. Ils comprenaient pas ce qu'on disait, quoi. Tu vois, t'es arrivé je suis arrivé beaucoup trop tôt. Alors que là, tu parles de géolocalisation à un transporteur aujourd'hui, il comprend tout de suite ce que tu lui dis. 2005, géoloco, quoi. Voilà, on vous met un espèce de GPS, vous pouvez aller sur le net et tout. Nous, moi, j'étais un geek, donc je comprenais bien, j'avais essayé, ça marchait bien et tout. Et les mecs, ils comprenaient pas. Mais encore aujourd'hui, est-ce que tu vois ce genre d'affiches dans des camions, etc. Je sais que normalement, les bons gestionnaires de flotte de véhicules, ils ont maintenant tous des trackers GPS pour estimer justement et faire des stats, combien on a fait de kilomètres, combien de temps on a roulé, où sont mes livreurs. Mais il n'y a pas forcément cette régie plutôt de publicité. Il n'y a toujours pas. Un truc à faire. Il n'y a toujours pas, ça c'est un de mes grands regrets business. Je pense que c'est un super business. Je pense qu'il y avait un truc à faire. Et ça, c'est sûr. On a dû mal faire les choses parce que les gens ne nous ont pas compris. En vrai, je pense pas que vous avez fait quelque chose de mal, mais juste vous êtes arrivé trop tôt. Apparemment, parce que je pense pas que j'arrive au premier. Alors je t'explique. J'arrive au premier rendez-vous, donc c'était avec mon partenaire John. On arrive la bouche en cœur, tu vois. On se dit, on a un truc superbe, super intéressant. On va voir l'idée, c'était quoi ? C'était de dire au transporteur, on vous rembourse 50% de votre carburant. C'est-à-dire que la charge la plus importante dans une société de transport, c'est le carburant. Complètement. Surtout aujourd'hui, en plus, le prix a clairement augmenté. Alors, c'était moins qu'aujourd'hui, mais quand même. Oui, ça reste. Surtout dans les camions. En gros, t'as tes chauffeurs et t'as ton essence. Et on leur dit, on vous rembourse 50% de votre charge la plus importante dans l'entreprise. Et en plus, vous pourrez... puisque nous, on en a besoin pour vendre les campagnes de pub, vous pourrez profiter de la géolocalisation. Donc, géolocalisation pour voir où sont leurs chauffeurs, chose qu'ils ne savaient pas avant. Hein. Est-ce que mon chauffeur fait des détours ? Est-ce qu'il fait des trucs bizarres ? Est-ce que les tournées sont optimisées, etc. Et on leur remboursait 50% du gasoil. Eh ben non. Personne comprenait. Personne comprenait, alors qu'ils auraient dû sauter au plafond, dire putain, attends. D'ailleurs, je me demande même si ton modèle était assez intéressant, parce que là, rembourser 50%, c'est-à-dire que toi, en entrée... fallait suivre quand même. Mais le mec, je lui rembourse 50% de sa charge la plus importante. Et il aurait dû nous dire c'est génial, vous êtes sûr que vous pouvez ou quoi ? Non, même pas. Juste ça les intéressait pas, quoi. Tout ça m'étonne, mais bon, ok. Voilà. Alors il nous sortait des objections. Oui, mais alors les affiches, faut pas que ce soit ci, faut pas que ce soit ça. Je veux dire, les mecs ils chipotaient. Alors qu'on leur faisait gagner une marge
dingue sur leurs résultats de fin d'année. Tu déduis 50% de ton gasoil quand t'es transporteur. C'est énorme. Ça me paraît ok. Nous, on arrivait comme ça en se disant, c'est bon. C'est Au gagné, niveau des quoi. transporteurs, c'est gagné. Après, il faudra trouver les annonceurs. Mais pour nous, les transporteurs, c'était réglé. C'est comme les insulter de cons, quoi, finalement. Et on est ressorti du rendez-vous, on s'est regardé, on n'a pas compris, quoi. On était sonnés. Ah ouais, vous étiez un peu dans votre dans vos nuages, quoi, dans le nuage. Parce que tu proposes un truc qui est obligatoirement hyper intéressant. Après, on peut te sortir des objections. Est-ce que vous aurez les annonceurs? Est-ce que vous... Oui. etc. D'accord. On leur demandait... Juste mettre les affiches, finalement. On allait mettre nous-mêmes les affiches et on leur demandait juste de rouler comme d'habitude, faire leur livraison. Ouais, pas de passer à un endroit précis où il y a plus de monde, juste dans les autoroutes. On leur demandait de continuer à faire leur métier. C'est tout. Ok. On n'a pas compris. Super intéressant. Je pensais que cette partie-là des annonceurs serait la plus simple, la plus facile. Et en fait, on a passé un temps fou là-dessus parce que les mecs... ils comprenaient pas, quoi. On passe à la prochaine vidéo. Allez, on y va. J'ai fait 3 ans de kiné. Ouais. En Allemagne, c'était un peu galère au début, mais c'était vraiment la frontière, mais c'était full allemand. Et après, j'ai exercé parce que je kiffais bien. J'ai réalisé que ça me saoulait de la kiné, j'ai arrêté. Là, ils m'ont dit, comment t'as pris la décision? Je voulais pas, j'ai arrêté. Enfin, fin de l'histoire. Je préférais faire youtubeur et mon entreprise et les coachings et tout. J'ai arrêté. Je préférais faire youtubeur. Alors, qu'est-ce qui t'énerve là-dessus? Je sais que tu m'en as déjà parlé. Ouais, je t'en ai déjà parlé en off à plusieurs reprises. Moi qui aime beaucoup Bazinga, sur la plupart, sa chaîne vidéo, je la consomme énormément. J'aime beaucoup le personnage et ce qu'il apporte, en tout cas. Et la discipline qu'il apporte. Qui est juste magnifique, la discipline. Mais là, il a dit une phrase qui, moi, m'a un petit peu trigger. C'est le fait que, si je reprends un petit peu ses mots, il a voulu faire kiné, etc. Il a fait ses études, il a commencé, il a pas kiffé, il a arrêté. Je préférais faire youtubeur. Mais le truc qui est un peu, je trouve, facile, c'est de se dire, t'aimes pas, t'arrêtes. Ouais, c'est en gros ce qu'il essaie de dire aujourd'hui. Mais en fait, je sais ce qui te trigger, c'est que il a l'air de dire, j'ai passé 3 ans d'études à faire kiné, et j'ai arrêté pour rien faire. Tu vois, juste j'ai arrêté tout court. Voilà, c'est ça qu'il a envie de dire. Pas plan secondaire pour lui. Voilà. C'était juste, j'aime pas, j'arrête, tu fais autre chose, tout simplement. Et il comprend pas que les gens, ça les choque. Si, quand même. S'arrêter pour rien faire, s'arrêter tout court. Ouais, alors que t'es all-in, en fait, finalement. On a fait des années d'études. En tout cas, moi, je me sens concerné, finalement, parce que là, je fais un poste d'ingénieur, de PNJ, si je puis dire. Premium, bien évidemment. On se jette un peu de fleurs, mais c'est que finalement, je suis pas forcément totalement épanoui dans ce métier d'ingénieur. Je vois beaucoup de défauts. On a cette impression d'être vraiment surtout en hardware. Comment je pourrais définir ça? Comme l'archevêque a pu le définir dans son podcast, les ingénieurs qu'il avait rencontrés chez Philips. Il voyait des ingénieurs seniors, il se demandait comment ils faisaient pour pas se suicider. Ce qui est une phrase très forte, mais pas forcément évident de s'intégrer, de se voir évoluer dans cette partie-là. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément épanoui. Et me dire, j'arrête, je fais autre chose, j'y arrive pas. Plutôt, je suis déjà all-in, j'ai passé des années d'études à faire ce métier-là. J'avais des attentes qu'aujourd'hui, mes attentes ne correspondent pas, plutôt en tout cas c'est pas ce que je veux. Mais en fait c'est ça, c'est que tu mets en face de ces propos le fait que toi en gros t'as envie d'arrêter. Exactement. Et t'oses pas. J'ose pas, j'ai pas les couilles, mec. Et en fait là où c'est énervant ce qu'il dit, c'est t'as l'impression qu'il a arrêté pour rien faire, mais en fait pas du tout. Il avait YouTube en parallèle qui fonctionnait super bien en plus. Et en fait il a pas fait le choix d'arrêter le kiné. Il a fait le choix d'aller all-in sur les YouTube. C'est ça. All-in, assez confortable son all-in YouTube. Oui, parce qu'il avait déjà la ligne de vêtements. Il avait déjà moins une centaine de milliers de... Donc il te fait croire qu'il a sauté dans le vide, alors que pas du tout en fait. Parce qu'en fait il faisait sa chaîne YouTube en parallèle de ses études, etc. Finalement, son plan C, si je puis dire, ou plan B, peu importe, était déjà bien amorti, quoi. Il était pas très loin, tu vois. Par contre, moi, au niveau d'arrêter pour rien faire, on va dire, sans plan B, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose que j'ai fait récemment. Oui, en plus. Mais ça m'a demandé un travail mental énorme. Ah, on est d'accord. Parce que j'ai passé, je l'ai déjà dit dans le premier podcast, mais peu importe, j'ai passé presque 10 ans, en gros, à m'auto-convaincre que je voulais être ingénieur. Ouais. Et donc, se dire du jour au lendemain, j'arrête. Pas j'arrête parce que j'ai un autre truc. J'arrête parce que ça me convient pas, je suis malheureux. T'aimes pas, t'arrêtes, quoi. J'aime pas, j'arrête comme Bazinga. Comme dirait Bazinga, effectivement. Je l'ai fait pour l'instant. Et encore, je continue à postuler. Ouais, tu vois, c'est ça qui est assez drôle. On sent qu'il c'est assez hésitant, on va dire.
Parce que moi, je me voyais déjà faire une licorne dans le hardware. Hein. On va d'ailleurs en parler tout à l'heure, des puces et des ASIC spéciales pour les LLM. Je me voyais faire ça, donc c'était super motivant. Ouais. Se dire maintenant que finalement, je sais pas trop. Ouais, tu vois, t'as un peu tes rêves et toutes. Donc tu passes de je vais faire une licorne dans la tech, limite on va aller à la Silicon Valley. C'est ça, une fois que je serai diplômé, je vais être chauffeur Uber là, c'est ça que je prépare en ce moment. C'est sûr que le gap il est difficile à accepter, même si c'est très respectable d'être oui, ça, chauffeur Uber, hein, c'est pas le problème. Mais quand même, tout le monde peut comprendre qu'il y a un gap quand même d'ambition entre les deux. Quoi. Là on parle de licorne, hein, c'est-à-dire des startups qui sont valorisées à plusieurs milliards de dollars. Tu dois travailler dans un milieu qui brasse de l'argent. Pas possible. Et là on parle d'innovation, c'est-à-dire de game changer dans la vie de tous les jours finalement. En plus, vraie plus-value. C'est quelque chose qui va changer la vie de millions de personnes. Complètement. Tu participes à un mouvement. C'est ça. Et puis finalement tu te dis écoute, ça me plaît pas. Finalement je vais être chauffeur Uber. Tu vois, c'est difficile à accepter. Mais lui, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il te fait croire qu'il a sauté dans le vide. Alors que pas du tout. Voilà. Et c'est ça qui t'énerve parce que toi t'es un peu à te demander si tu dois sauter dans le vide. Et moi j'ai pas très envie de sauter dans le vide. Et il te fait croire que c'est facile alors que ça l'est pas du tout. C'était ça qui m'ont pas mal trigger à propos de ces propos. Voilà, c'est bon. Je pense que ça a été dit. On a craché le morceau. On a craché là. On peut passer à la suite. Et c'est quoi alors ce qu'il veut faire avec l'argent qu'il a? Grosso modo, il a pas encore levé l'argent. Hein. Qu'il est en cours de discussion, mais grosso modo, c'est de faire des puces dont les instructions contiennent de l'AI au niveau de la puce. Et donc, tu puisses exécuter des LLM beaucoup plus rapidement qu'en passant par des surcouches d'abstraction. Étonnamment, Oussama m'étonnera toujours en fait. Ah, au vu de sa connaissance, c'est ça qui j'ai fait un master en microélectronique et il a mieux expliqué que moi les puces pour les LLM. Ah non, mais ça c'est impressionnant. C'est incroyable. Son niveau de. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est sa connaissance sur un panel de sujets qui est incroyable. Déjà comprendre le concept de puce spécialisée, enfin la différence entre une puce spécialisée et un CPU généraliste. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Faut déjà avoir un petit peu réfléchi au sujet, tu vois. Complètement, il faut passer quelques heures de recherche, etc. Et puis intégrer vraiment ce que ça veut dire. Alors, même au niveau IA, savoir ce que c'est qu'un LLM, etc. Donc, fort. Voilà, je voulais déjà le saluer. Fort, Oussama, très fort. Le saluer, moi j'ai fait on va partir sur une petite anecdote. J'ai fait en 2021 mon stage de master au laboratoire d'informatique de Paris 6. Et justement, on a travaillé sur un accélérateur matériel. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une puce. En gros, c'est une puce qui permet d'accélérer un réseau de neurones. C'est pas un LLM, hein, mais c'est ce qu'on appelait un perceptron. Joli. Qui permettait, à partir d'une petite image, d'un chiffre écrit à la main, par exemple, de reconnaître ce chiffre. Tu lui envoies l'image et ça te sort. Très bien. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il en parle après dans la vidéo, c'est qu'il dit, en gros, il y a deux paradigmes. Il y a celui de Sam Altman qui nous dit c'est pas le modèle qu'il faut optimiser, c'est-à-dire l'algorithme et le réseau de neurones et le nombre d'étages qu'il y a dans le réseau de neurones, etc. C'est la puissance de calcul. C'est ça qui nous limite actuellement. Et il y a d'autres mecs comme Lequin, qu'on avait étudié d'ailleurs au master, qui est chez Facebook maintenant, c'est un Français, qui dit, lui, non, c'est sur le modèle lui-même qu'il faut travailler, qu'il faut optimiser. Donc c'est sur la puissance de calcul qu'il faut travailler, nous dit Altman, et apparemment, on n'arrive pas à optimiser de toute façon pour l'instant. C'est pour ça que Sam Altman veut lever 7 000 milliards. En fait, c'est 7 000 milliards de return qu'il espère. Apparemment, mais cette news a l'air très compliquée. On se demande si c'est pas. J'ai fait quelques recherches pour essayer de trouver. Une chose est sûre, c'est qu'ils recherchent beaucoup d'investisseurs pour faire des puces accélératrices qui vont consommer beaucoup moins en faisant plus de calculs. Parce que lui, son paradigme, c'est il faut augmenter la puissance de calcul. C'est uniquement ça qui limite les choses. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est que les réseaux de neurones, c'est marrant parce que en réalité, ça existe depuis les années 70. Ok. Et ça n'a pas évolué depuis. Ça a évolué évidemment. Oui, quand même. Mais ce qui a surtout évolué, c'est la complexité, le nombre d'étages de neurones qu'on va rajouter. Finalement, en gros, le principe, c'est le même. Tu mets des entrées, ça passe par des neurones qui font des coefficients multiplicateurs les uns après les autres, et hop, ça te ressort la bonne réponse. Très bien défini. Je trouvais ça assez fascinant qu'en fait, finalement, c'est peut-être plutôt la puissance de calcul qu'il faudrait optimiser. Mais tu vois, mais le truc, c'est que là, moi, en IA, je suis pas forcément très calé, mais je pourrais pas me dire où est-ce que je pourrais optimiser. Quel étage tu vas optimiser, parce que j'imagine que c'est des algorithmes qui permettent de
t'entraîner. Bah là, t'as vraiment deux écoles. T'as les chercheurs en mathématiques qui font les modèles, et t'as les ingénieurs comme nous. En hardware, qui faisons le hardware à partir du modèle mathématique qui a été vu par d'autres. Et c'est incroyable, la complexité. C'est des centaines de chercheurs. C'est incroyable la complexité. D'accord. Mais je tiens à rebondir sur ce qu'a dit Oussama. Il dit qu'il faudrait mettre de l'IA dans la puce pour pouvoir accélérer finalement cette puissance de calcul. Non, alors justement, ça c'est pas ce qu'il dit. Ah, j'ai cru comprendre, j'ai cru entendre ça. Non, il dit qu'au niveau de la puce, il faut qu'il y ait des instructions spécifiques à l'IA. En gros, ce qu'il pourrait écouter, mais je te jure que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut que ce soit fait matériellement, quoi. Oh, il faut une accélération matérielle. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Mais c'est là où je voulais faire la différence, c'est qu'on ne peut pas mettre de l'IA, de l'intelligence artificielle dans des instructions, on va dire, matérielles. En fait, c'est ce pauvre Oussama Yomi qui se trompe après. Il lui demande il y a de l'IA dans les GPU déjà et tout ça. Et en fait, c'est là où je pense que ça a sûrement dû m'embrouiller également. C'est pour ça que je suis un peu mélangé. Et Oussama fait une bonne comparaison aussi. Et c'est là où on voit qu'il a compris. C'est ça qui m'étonne à chaque fois. Ouais. C'est qu'il dit, c'est comme le Bitcoin. Au début, on faisait ça sur GPU. Et après, on a fait des puces spécialisées qui ne faisaient que le calcul du SHA-256 là, et qui faisaient beaucoup plus de calculs à la seconde et qui consommaient beaucoup moins puisqu'elles savaient faire ça. Elles étaient totalement optimisées pour ça. J'étais étonné qu'ils sachent ça. Non, mais très fort, très très fort. Et tu sens qu'il l'a compris. Ouais, que c'est. Ouais, je vois très bien. Alors que, la plupart des gens, tu leur dis un ASIC ou un GPU, en gros, ils disent les mineurs, ils utilisent des ASIC, mais ils savent pas trop pourquoi. Ah non, je pense que quelqu'un de lambda ne pourra pas te répondre. Même un mec qui s'intéresse au Bitcoin, il a compris que maintenant, il fallait acheter des machines spécifiques qu'on appelait ASIC. Oui, ok. Tu vois, s'il veut faire une ferme de minage, mais rares sont ceux qui vont comprendre, en fait. Ça, c'est les cypherpunks qui s'y connaissent pas mal, sûrement. J'aime bien ce mot, voilà. Il fallait le placer. Ouais. Et puis les mineurs, je sais pas combien. Enfin, bref, Oussama comprend et ça fait plaisir. Parce que je faisais un IRM. Ah oui, tu vois, je faisais un scan pendant 40 minutes et j'étais là. Et t'as pas de téléphone et t'es comme ça, et t'es couché. Et c'est pas confortable, donc tu t'endors pas. Et j'étais là, putain, ça fait longtemps que je me suis pas ennuyé comme ça pendant aussi longtemps. Et pendant les 5-10 premières minutes, c'est inconfortable au possible. En plus, t'as le bruit, t'as le machin, mais même, tu vois, d'être seul confronté à tes pensées, à machin, et de rien avoir à faire, en fait, de s'ennuyer, c'est ultra chiant. Mais après 15 minutes, en fait, t'as cet inconfort qui passe, et tu te sens bien. Et derrière, j'ai eu des idées et des réflexions sur ma vie, sur mes business. Donc là, Yomi nous parle de l'ennui. Je trouve qu'il y a un sujet super intéressant parce que on va dire que j'ai le même problème, le même inconvénient que lui. Et je trouve qu'il a soulevé un truc qui est super intéressant. C'est que dans notre quotidien, dans la manière de vivre aujourd'hui, je m'ennuie très très peu. Je suis très peu ennuyé. Donc j'ai pas assez de temps pour réfléchir à mes problèmes ou à ce genre de choses. Je pourrais même rebondir sur une anecdote que j'ai. Je trouve ça super intéressant, mais assez triste en même temps. C'est que pour m'endormir, il faut que j'ai un Twitch à côté, il faut que j'ai un bruit quelque chose pour pas que finalement je parte dans des pensées sombres ou pas, peu importe, mais pouvoir m'endormir et vraiment être mort de fatigue. Et du coup, qui impose que j'ai des sommeils pas du tout réparatrice, parce qu'avec un fond qui fait que parler, ça dure pendant des heures, parce qu'après ça switch comme ça d'un compte Twitch à l'autre, donc qui est pas du tout bien. Donc c'est un vrai problème qu'il y a, je pense, dans notre société, parce que quand j'en parle de ce sujet-là, je ne suis pas le seul. De manière générale, quand tu vas aux toilettes, quand tu es dans les transports, toujours sur le téléphone, toujours sur un truc à faire, finalement, de la musique, ou que ce soit sur TikTok, etc. Il n'y a plus d'ennui, il n'y a plus ce temps de réflexion sur des projets potentiels, sur sur ta vie, tout court. Sur ta vie de manière générale. Oui, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que t'aimes. Non, t'es toujours sur TikTok, toujours sur YouTube ou peu importe, à passer ton temps finalement. Et je trouvais ça super intéressant parce que c'est un vrai problème que j'ai aussi aujourd'hui. Moi, je vais rebondir dessus. Super intéressant. Moi, je suis un peu de l'ancienne génération, on va dire. Où j'ai connu l'époque où on n'avait pas de téléphone, même pas les téléphones tout court. Enfin, téléphone maison quand même. Mais, oui, on s'entend. Je suis rentré comme vous, là, comme votre génération, à écouter des trucs toute la journée. Je peux pas passer, même cuisiner sans un podcast qui tourne. Ah, tu vois, c'est ouf. Même pour me coucher. Des fois, je me mets un podcast de politique un peu chiant avec une voix. C'est ouf. C'est ouf. Mais c'est comme Yomi, pour s'endormir, il écoute des livres audio, tu vois. Ah oui. Il y a vraiment, mais je pense que c'est super. On va y venir à la lecture.
Okay. Alors qu'avant, en gros, qu'est-ce qui se passait? Par exemple, quand tu prenais le train, le RER, les gens, ils lisaient le journal. C'est ça. Ou ils lisaient un livre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, le TikTok, le YouTube et tout, c'est des trucs en plus qui sont hyper captivants, qui prennent vraiment ton cerveau en otage, quoi. Ah, complètement. Alors que quand tu lis un article, tu passes d'article en article dans le journal, t'as le temps de réfléchir, il y a des idées qui te passent par la tête. Exactement. Là, ça flash, ça zoom. Des fois, t'as même des vidéos, je sais pas, t'as dû voir, où il y a un jeu vidéo en dessous et puis il y a un mec qui fait un commentaire au-dessus. Enfin, je veux dire, t'as la dopamine qui est tous rouge, quoi. Qui est terrible, je suis complètement d'accord. Et effectivement, t'as plus aucune réflexion sur toi-même. Et moi c'est pareil. Hein. L'archevêque, dans son dernier podcast, qu'on lui a demandé, c'était sur les enfants, sur l'éducation des enfants. Il dit surtout, faut les laisser s'ennuyer. Et puis même lui, quand il a une décision difficile à prendre, il va s'ennuyer. Il part s'ennuyer. Ce qu'il appelle s'ennuyer, c'est être tout seul, sans stimulation. Exact. Aller marcher dehors, sans écouteurs, sans rien, et juste... Et ça, c'est quelque chose qu'on fait plus du tout. Ah, mais pas du tout, je trouve ça presque cringe, d'aller sortir dehors, tout seul, aller me promener. Parfois, je me dis, non, c'est bizarre de voir quelqu'un marcher tout seul, alors que pas du tout, tu vois. Et c'est terrible. D'ailleurs, tu le vois même à la salle de sport. Moi, je suis encore à l'ancienne, où je suis sans écouteurs. Ah oui, moi je peux pas y aller sans écouteurs, tu vois, par exemple. Ça me pose même. Et les mecs, tu peux même plus leur dire bonjour. C'est vrai en plus ça. Quand je veux partager une machine, par exemple, je suis obligé de leur taper sur l'épaule pour que ça les sorte de leur truc et que je puisse leur parler, quoi. Ouais, bah souvent il y en a certains qui sont dans une. Donc je comprends des fois, moi aussi, quand j'étais un peu plus jeune, ça m'était arrivé quand je faisais des séances difficiles de mettre des musiques que j'aime bien, qui me font monter un peu l'adrénaline. Bah oui, avant de faire le PR finalement. Tu vois, mais là, on a passé un step où c'est beaucoup trop, quoi. Je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. Donc je vais essayer de mettre ça en place, moi en tout cas. Moi aussi, c'est un vrai travail. D'avoir des moments dans ma journée qui sont planifiés, parce que apparemment j'arrive pas à le faire naturellement, où j'ai au moins quelques dizaines de minutes. Ouais. Je sais pas si 1 heure c'est peut-être un peu trop, tu vois, mais où je suis face à moi-même et juste laisser l'esprit divaguer. Parce que c'est pas par hasard que souvent les idées que j'ai c'est sous la douche, c'est le seul moment. Pareil. Où je suis. Et quand on faisait les TP à la fac. Ouais. Tu te rappelles ? À chaque fois qu'on avait une idée, c'était pas sous la douche. C'était quand on allait au Franprix. Qu'on allait chercher pendant le Covid où tu venais chez moi. Ah oui, d'accord. C'était quand on allait à pied et qu'on laissait notre esprit complètement divaguer. À pied au Franprix. Et c'est là où on se disait ah oui, on pourrait faire ci, ah oui, on pourrait faire ça. Tout ce qui est les détails, en fait. Tout ce que tu enregistres, qu'un menteur ne dit pas parce qu'il n'a pas vécu la scène. Donc ça, c'est des éléments qui marchent plutôt bien. Après, en effet, quand tu poses la question, les temps de latence, si la personne a réfléchi ou pas. Normalement, ça va être rapide. Je te demande, c'est quand je te pose une question, tu l'as vécu, tu donnes l'information rapidement. Et là, quand j'ai des temps de pause, quand j'ai commencé à avoir des gènes, ça va me donner des soupçons. Donc je ne vais pas montrer justement que j'ai un soupçon, je vais dans les détails, comme si j'étais pas du tout au courant. Parce que dès que tu vas montrer du soupçon, mais la personne va se protéger. Donc ça va être compliqué. Et troisième boutique, j'ai commencé à vendre des montres et là ça a bien fonctionné. Est-ce qu'il y a des trucs tu vois que tu regrettes d'avoir vendu ou tu te dis ah vas-y là on a un peu abusé ou Non. Bah, en fait moi je peux pas arnaquer les gens, tu vois. Je me sentirais mal. Ça t'est jamais arrivé d'arrondir un peu les angles? Je te dis au début, parce que je pense qu'aujourd'hui... tu fais du marketing, donc bien sûr, tu vas parler des bienfaits de ton produit. Ouais. Imaginons tu vends une montre et tu sais qu'il y a une montre, elle a un bracelet, 5% des clients, ils aiment pas la qualité du bracelet ou quoi. Tu vas pas mettre, attention, 5% des clients n'aiment pas la qualité du bracelet, tu vois, genre tout le monde fait ça. C'était quoi le premier truc qui a bien fonctionné, toi? C'est l'e-com. J'ai commencé. Ouais, mais quel produit? C'était les montres au début. Les montres? Quelle montre? C'est quoi des montres plastiques tranquille, ouais. Ok. J'en ai des différentes, mais... Intéressant. T'as vu comment il se fige? Ouais, j'ai vu. Il a pas vécu la scène. Par rapport à la vidéo qu'on vient de voir il l'explique bien. Il y a un problème, en fait. On comprend pas le problème, parce qu'apparemment, il semblerait que tout le monde soit d'accord qu'il a vendu des montres. Mais le mec, il se fige, il regarde tout droit. Ouais. Ensuite, il se craque le cou, il est trop mal à l'aise. On sent qu'il est pas à l'aise du tout. Il est pas à l'aise du tout. Je veux dire, quand il parle d'autre chose, bouge. On sent qu'il a vécu la chose, etc. Plutôt, là, il n'y a pas forcément de description par rapport à ce qu'il a vécu. Et là, on sent qu'il veut évacuer le sujet. Qu'il veut l'éviter, ouais. De fou. Alors, t'as Blanco qui lui demande d'une façon totalement naïve ah ouais c'est quoi comme montre? Oh, de montre normale. Ouais, c'est quoi une montre normale? Ouais, mais on rappelle aussi que là, on parle de montres, etc. Et ça, c'est l'un des premiers e-commerce qu'il a fait. Il a permis de on va dire, bien réussir, etc. De se faire une plus-value.
Ouais, mais je veux dire, moi, tu me demandes, alors que c'était en 2000, il y a 24 ans. Ouais, l'un de tes premiers business. Là, on parle d'un des premiers produits qu'il a vendu qui l'a permis de percer. C'est ce qui lui a changé sa vie, en gros. Hein. Qui a été un game changer. C'est vrai que pas moi, forcément... tu me demandes qu'est-ce que tu as vendu en 2000 dans l'un de tes business qui t'a permis. Quand tu as fait ta première boîte, je peux te donner 10 produits, je peux te les décrire, je peux aussi te donner l'URL du site. Tu peux aller voir donc, sur les... Même l'historique, etc. C'est les sites qui font des screenshots je sais plus comme ça. d'archives de sites, quoi. Je suis sûr que si on recherche mes anciens sites, on les trouve. Ah, forcément. Je peux même les donner, hein, fl-games.com, en un seul mot, hongkonggeek.com, leménageparisien.fr, transafi.com, enfin je veux dire... tout est business. Tu peux aller voir mes sites, ma bouche se fiche pas, mes yeux vont pas te regarder tout droit parce que je suis mal à l'aise et que je vais pas craquer mon cou pour qu'on passe d'un autre sujet, quoi. Parce qu'il est pas à l'aise quand on lui pose la question. Parce que comme la question que lui a posée à la fin l'intervieweur, je sais pas qui est cette personne, mais est-ce qu'il a vendu des choses où il n'était pas forcément fier ou ce genre de choses. Là, pareil. Là, on sent qu'il n'est pas... Pareil, le visage qui se crispe, le regard tout droit, et il fixe son interlocuteur pour vraiment lui dire faut que tu me crois, faut que tu me crois, faut que tu me crois. Et il pose pas plus de questions. Et il donne pas de détails pour que le mec vienne pas réenchérir, en fait. C'est ça, ce que dit aussi l'autre, c'est que quand t'as pas vécu la scène, ce qu'il faut être, c'est naïf pour voir si le mec ment, et puis lui poser des questions, plus de questions sur les détails. Pour qu'il décrive un peu la scène, finalement. Pour être sûr s'il a... Et quand tu sens une hésitation, c'est-à-dire que le mec commence à faire tourner son imagination pour essayer de sortir des trucs, et t'as des warnings qui s'allument. Exact. Et là, on sent qu'il y a des warnings, on va dire. Donc là, je sais pas ce qu'il y a avec cette histoire de site de montre. Je dis pas qu'il l'a pas fait. Je pense qu'il l'a fait, qu'il a pu en ressortir. Je dis pas qu'il ment, mais il y a un problème. Je sais pas où est ce problème. Par exemple, je peux donner aussi un exemple. D'un ami qui s'appelle Julien, d'ailleurs, qui sera notre guest à la prochaine, qui a fait pas mal de e-commerce, qui a eu pas mal d'expérience là-dessus, qui a une belle progression dans sa carrière et tout ça. Et vous allez voir ça la semaine prochaine, ça va être sympa. Ça va être super, je pense. L'autre jour, il a fait des shorts sur YouTube. Julien ? Ouais, ok. Il a fait des shorts où il explique son premier business, enfin pas son premier, mais l'un des premiers. L'un des business qui l'a permis de se lancer. Moi, je sais qu'il l'a fait. Tu vois très bien dans les détails qu'il donne, la façon dont il en parle. Ouais, dont il a vécu. Son visage se fiche pas. On sent qu'il hésite pas, qu'il rentre même dans les détails. Il donne des petits détails sympas, des petites anecdotes. Exactement. Et tout. Là, on sent que fermé complètement. Tu sens qu'il l'a vécu complètement le truc. Je pense qu'il l'a vécu, mais peut-être qu'il en est pas fier. Surtout quand on lui demande t'as pas vendu un peu de la merde, en gros, c'est ça qu'il lui dit. Hein. Clairement. Et là, son visage se refige. Alors qu'on le connaît bien maintenant, comment il est. Toutes ces heures d'enregistrement, je pense que là, on commence à... Son visage qui se refige, il te regarde droit dans les yeux, il te dit non. J'aime pas, je pourrais pas arnaquer les gens en te regardant fixement pour essayer de t'hypnotiser, tu vois. Oui. Je veux dire, il y a peut-être eu des problèmes sur les montres. De l'eau a coulé sous les ponts, vas-y, c'est pas grave, quoi. Prescription, de toute façon. Le pire dans cette histoire, c'est que je pense que c'est même pas réellement de sa faute si le produit était, on va dire, défectueux. En plus. Ok, t'as fait du dropshipping ou j'en sais rien, t'as acheté des montres en Chine, donc forcément pas de super bonne qualité ou peu importe. Moi, c'est pas rédhibitoire, tu vois, sur mon avis sur Yomi. C'est plus drôle, on va dire. Je trouve ça tellement flagrant, tellement marrant, que ce soit aussi évident qu'il y a un problème. Titiller là-dessus, c'est assez drôle. Je suis d'accord. Ça valait le coup de le regarder, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que la génération actuelle est plus flemmarde que la génération de tes parents ? C'est très intéressant. On peut développer un peu sur cette question ? En fait, j'ai l'impression que, on a énormément d'informations aujourd'hui, réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Et en fait, les flemmards, ils ont la possibilité de devenir encore plus flemmards parce qu'ils ont toutes les distractions du monde pour juste rien faire de leur vie, tu vois, jeux vidéo, Netflix, tout ça. Mais les mecs qui ont envie de lancer un business en ligne, tu vois, ou on est vraiment dans le... Mais les mecs qui ont envie de s'en sortir, de se développer personnellement, ils ont la possibilité d'écouter des podcasts, d'en apprendre sur le milieu entrepreneurial, la philo et ainsi de suite, à partir de l'âge de 12 ans. Moi, j'ai des mecs, tu vois, qui viennent, qui disent « j'écoute tes podcasts et tout, je prends des douches froides, je me lève à 5h, je vais courir. » Le mec, il a 16 ans. Je me dis « frère, à 16 ans, j'étais tellement pas là. » Tu vois, donc j'ai l'impression qu'on a de plus en plus deux extrêmes, en fait, tu vois, aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui. On a des mecs qui deviennent encore plus des
genre qui se posent pas de questions, tu vois, qui se laissent porter par réseaux sociaux, jeux vidéo, porno et ainsi de suite. Ouais, bon, avant que tu commentes ton passage, en tout cas, je voulais juste dire que j'ai découvert Elio dans ce podcast. Toi, tu le connaissais avant. Ouais, je le connaissais bien. Très intéressant le type. Ah, il a beaucoup de choses à dire, on le sent. Très intéressant, très nuancé, réfléchi et tout, donc c'est assez sympa. Ouais, non, franchement super. Donc là, je rebondis du coup sur par rapport à la question que Blanco lui a posée. Est-ce que la génération actuelle est plus flemmarde que la génération de nos parents? Je trouve qu'il y a une question super intéressante. C'est pour ça que je voulais aussi rebondir par rapport à la question de Blanco. Puis ensuite, Elio. Mais en tout cas, qui rebondit là-dessus et qui donne des arguments super intéressants également. Que j'aimerais aussi, on va dire, contre-argumenter ou controverser un petit peu là-dessus. Par rapport à l'écart. Il parlait d'écart, on va dire, par rapport à l'écart qui se creuse. Qui se creuse. C'est vrai, je pense que avec toutes les informations qu'on peut être noyé par rapport aux informations sur Internet, etc., on peut avoir une vraie expertise très jeune. Et du coup, vraiment la pousser très longtemps, etc. Et on peut devenir très très fort. Et au contraire, c'est vrai, on a aussi beaucoup de distractions. On peut vraiment suivre un peu cette vague, aller sur TikTok et finalement se perdre complètement, on va dire, dans l'Internet. Là où je suis pas forcément d'accord, c'est que certes, c'est vrai, il y a un écart qui se creuse, mais ce sera pas 50-50. C'est ça où je veux rebondir là-dessus. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens dans la team flemmarde, entre guillemets, qui vont suivre un peu cette vague que d'experts dans un domaine ou de mecs déter, on va dire. Là-dessus, ça c'est sûr. Et j'aimerais aussi rebondir sur la partie flemmarde. Je vais un peu nuancer cette définition parce que quand on parle de flemmardisme, ou en tout cas de mecs un peu qui n'ont pas la déterre, si je puis dire, c'est quand je vois mes parents, en tout cas de manière générale, qui ont plus des travail manuel. Il faut aller au charbon, il faut se lever à 6h du matin, il faut aller au chantier, il faut aller travailler. Voilà. Est-ce que eux, ils les classent dans les flemmards ou pas? Bah non, complètement. Parce on pourrait dire c'est des flemmards intellectuels. Exactement. Tiens. Et ils ont 2 boulots, ils enchaînent 2 trucs et franchement ils ont une déterre pas possible. Je veux pas dire qu'ils sont débiles. Hein. Oui, j'entends bien. C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de se former, comme dirait Yomi. Comme dirait Yomi, effectivement. Je suis d'accord, c'est pour ça que moi j'ai l'impression que tout ça c'est surcoté. Parce qu'en fait tous ces jeunes dont ils parlent là, en fait ils sont déter, d'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont un mindset, ok. Ils prennent des douches froides et tout. Pour moi, ça sert à rien, mais bon. Qui font des push-ups dans la baignoire. Comme disait Hormozy, qui est multimillionnaire. Je t'ai envoyé le short l'autre jour. Voilà, Elon Musk. Mais à mon avis, Elon Musk, il fait pas de douche froide. Il s'en fout de ce qu'il bouffe, rien à foutre. Voilà, vraiment. Bon. Non, je suis d'accord. Et effectivement, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que c'est pas des vrais experts, ces gens-là. Les jeunes de 16 ans. Qui font du SEO ou du marketing. Oui. Tu vois, c'est pas des vrais experts. Donc j'ai l'impression que les vrais experts, il y en a presque plus. Quand tu parles d'experts, c'est experts en quoi? Experts de manière générale ou qui ont plus d'expérience, tu veux dire peut-être? J'ai l'impression qu'on décrédibilise l'expertise, la vraie. Ah ok, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ces gens-là arrivent à faire de l'argent, ils sont déter. Mais c'est vrai que s'il y a un changement, c'est-à-dire que le flemmard, mes parents par exemple, je prends mes parents, études supérieures, prof, mon père psychologue, mais on pourrait dire qu'ils sont flemmards aussi. Ils prennent pas de douche froide. Ils suivent un peu cette vague. Ils se sont formés au début de leur vie et puis après, hop, ils ont fait leur carrière quoi. C'est devenu des vrais PNJ finalement. C'est devenu ma mère une PNJ, Très mon bien, père un peu moins, mais quand même. Ah c'est vrai que parce qu'il est en libéral. On peut dire que c'est pas vraiment un PNJ. Mais bon. Il est passionné par son travail. Donc voilà. C'est encore plus admirable. Mais ouais, c'est compliqué cette histoire. Parce que c'est vrai que comme t'as dit, c'est pas forcément le mot expertise. J'ai du mal à répondre à cette question. Parce que moi, je me sens beaucoup plus flemmard que mon père, par exemple, ou que mes parents de manière générale, qui enchaînent 2 boulots, qui part à 6h du matin, il rentre à 22h, et c'est ça 6 jours sur 7, quoi. Alors, est-ce que lui, ce qu'il appelle flemmard, c'est des mecs qui regardent TikTok et qui restent chez eux? Je pense qu'on est plus sur ce type de définition. Ou alors, est-ce qu'il parle du PNJ de base qui rentre chez lui et qui fait du TikTok? Là, moi aussi, pour moi, c'est aussi un flemmard, entre guillemets, tu vois. Voilà, donc... Non, mais c'est... Et l'ancienne génération, il n'y avait pas de flemmard pour moi, dans le sens où les gens allaient travailler, quoi. Mais... En fait, il n'y avait pas de flemmard, mais il n'y avait pas aussi cette envie d'aller chercher la performance. C'est-à-dire qu'ils faisaient pas du TikTok, mais ils allaient au café du coin, en fait. C'est ça. Ils n'étaient pas en train de charbonner chez eux. Attends, vas-y, je fais un deuxième projet, etc. Non. Par contre, ceux qui voulaient, enfin, je veux dire, nos ancêtres, on va dire, ils ont fait des super grandes choses. Tour Eiffel, le métro. Oui.
Enfin, il y a c'est le 20e siècle. Le 20e siècle, il y a eu des choses de fous qui sont passées au niveau technologique, au niveau machin. Ils n'avaient pas Internet, les mecs. Hein. Donc, c'est vrai. Ils avaient les livres. Ceux qui étaient déter, même moi, quand j'étais jeune, tu pouvais très bien. T'avais d'autres moyens, en fait. T'allais à la bibliothèque où tu te passionnais pour un sujet, mais j'ai l'impression que maintenant, on s'intéresse à beaucoup de choses sans aller dans le détail. Ouais. Tu vois, parce qu'on a accès à tout. En 3 clics, j'ai un tuto sur ça. En 4 clics, j'ai un. Alors qu'avant, moi, quand j'étais jeune, j'adorais la mécanique. Je faisais que de la mécanique. Que de la mécanique, ouais. Okay. Et c'est vrai qu'à 16 ans, 17 ans, j'étais déjà un expert, entre guillemets, de la mécanique. Ouais. Et les ordi aussi, je me rappelle, à 12-13 ans, j'allais chez mes potes, je démontais les disques durs et tout. Les parents, ils me regardaient avec des yeux comme ça et on n'en pouvait plus, quoi. Mais parce que je faisais que ça. Jusqu'à un certain âge, j'ai fait que ça. Alors que maintenant, t'as l'impression que les mecs, ils font de tout. Mais ils sont déter, c'est déjà ça. C'est ça qui est pas mal. Ils ont envie d'aller chercher. Donc ceux qui veulent vraiment faire quelque chose, ils pouvaient aussi à l'époque. Faut arrêter. Oui. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, ils trouvent qu'on est plus flemmard. On a moins cette envie d'aller chercher. Ouais, peut-être. Ouais. Je suis pas convaincu non plus. T'avais toujours quand même le mec qui faisait le métier de base et qui rentrait chez lui, regarder la télé, et boire une bière. Ouais, à l'époque, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ça correspond à plus de 50% des gens qui font un taf. Je pense que maintenant, au lieu de se boire une bière au café du coin, maintenant ils regardent TikTok, mais c'est peut-être la seule différence. Peut-être il est moins sociable, etc. C'est encore pire, on va dire, mais voilà. Ouais, mais il n'y a pas de plus ou moins flemmardisme. Ouais, et celui qui voulait y arriver, il pouvait y arriver aussi, il faut arrêter, quoi. Mais c'est vrai que si vraiment t'es à fond dans un sujet, et que t'as ce mindset-là, au jour d'aujourd'hui, c'est plus simple d'aller plus vite et plus loin dans le sujet. Et tu peux plus facilement te motiver avec des podcasts, et tu peux être plus déter. Ça, c'est qu'avant. Parce qu'avant, il n'y a pas forcément peut-être Internet, mais pas forcément de cette communication ou assez d'informations que tu pouvais avoir. Du coup, tu étais un peu tout seul, un peu dans ton coin. Donc se motiver tout seul, pour moi, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Et avant, les gens, ils construisaient des carrières sans trop se poser de questions parce qu'ils n'étaient pas pollués par tous ces influenceurs, les Yomi, les Oussama. Voilà, ils n'avaient pas ces exemples sur Instagram, le mec qui roule en Lamborghini parce qu'il a réussi à trader avec ses liens d'affiliation. Parce que ça rend fou à force. Hein. Mais ça rend fou, c'est pour ça que j'ai quitté les réseaux. Hein. Et tous les anciennes générations, ils faisaient leur petit bonhomme de chemin et ils s'en sortaient très bien. Très bien, ouais. Bon, très bien, on s'entend, mais ouais. Ouais, non, mais tu vois, mes parents, ils se sont jamais posé la question est-ce qu'il faut que je fasse plus d'argent ou pas. Ils faisaient leur carrière et puis bon. En fait, l'argent qu'ils recevaient par mois leur suffisait. Et en plus, effectivement, le pouvoir d'achat était correct à l'époque. Tu avais un salaire de prof à l'époque et plus. Tu pouvais t'acheter un bien, par exemple. Ouais, alors qu'aujourd'hui. Moi, un bien que j'ai acheté en 2008 quand j'étais à l'outline de Free, certes, j'avais un petit capital de départ, mais quand même. Ouais. Même avec le même capital de départ aujourd'hui, je pourrais plus me l'acheter avec le même salaire. Et en plus en tant qu'ingénieur. En plus, non, mais je veux dire, si j'étais un mec qui est, imaginons demain, je me fais embaucher chez Free, comme à l'époque. Comme à l'époque. J'ai le même capital, j'ai le même salaire. Je peux plus m'acheter d'appartement à Paris. Ouais, en région parisienne, en tout cas, c'est fini. C'est pas, faut le mettre dans le Bitcoin, mec. Voilà, fin mot de l'histoire, acheter du Bitcoin. J'ai étudié la finance à Harvard. J'ai passé des heures et des heures et des heures là-dessus. Je me considère comme pas trop con. J'ai quand même fait des dizaines de millions avec mes business. Je connais des investisseurs qui sont ultra successful. Et moi, avec toutes ces informations-là, tout ce track record, je ne me considère pas comme compétent pour dire où le marché crypto va aller. Alors toi, qui a jamais eu aucun succès dans le business, qui a pas fait d'études là-dedans, qui s'est renseigné et a regardé 5 vidéos sur YouTube et qui a gagné un petit peu d'argent parce qu'il a mis par chance en 2017 sur le Bitcoin parce qu'il avait regardé une vidéo, il y a un pote à lui qui l'a dit oh, c'est bien Bitcoin, eh bien tu devrais être un petit peu plus humble. Et je dis pas que tu dois pas investir, mais au moins fais-le en connaissance de cause, que tu n'as pas toutes les informations et que ce n'est absolument pas une science exacte et que tu peux tout à fait gagner de l'argent comme tu peux en perdre. Ouais, donc ça rejoint un peu le sujet précédent. Ouais, sur l'expertise. Ouais. C'est-à-dire que oui, Yomi, il a une légitimité finalement. Complètement. Il a fait de la finance, il a fait beaucoup de choses. Et puis maintenant avec ses sociétés, tout ça, je veux dire, ça touche pas le Bitcoin, mais il a un vécu. Il a une compréhension de la finance, en tout cas. Il a une compréhension de l'économie et il a une compréhension de la finance académique. Complètement. Et il a tout pour pouvoir comprendre le Bitcoin. Ouais. Mais même lui, il comprend. C'est un truc aléatoire quasiment. Que c'est trop compliqué. Et que même si t'es expert, déjà, c'est chaud. Et on en revient aux fausses expertises, quoi. Avec tous ces traders qui te vendent... Tu vois, le mec, il va être passionné de crypto, il va regarder des podcasts et puis il va croire qu'il comprend l'économie. Et là, pendant le bull run, donc ils vont tous
faire des signaux sur Telegram, dire qu'il faut acheter ceci, cela, et en plus ça va marcher. Parce que c'est le bull run. Puis par contre, là, quand il y a la correction comme en ce moment, il n'y a plus personne. Hein. Là, il n'y a plus personne. Donc en fait, ce qu'ils ont fait les mecs, c'est qu'ils faisaient que des achats là pendant le bull run. Et tout d'un coup, ils se sont sentis pousser des ailes et une expertise de malade. Parce que c'était que du win, plutôt ils faisaient que gagner. C'était que du hasard parce qu'ils étaient dans la bonne vague et puis. C'était presque trop facile. C'est pour ça que ça le rend colère. C'est pour ça que ça le trigger, ce pauvre Yomi, parce que il aurait tout pour avoir, en tout cas beaucoup plus qu'eux. Que les experts de YouTube. Et même lui, en gros, il dit, à part faire du DCA, c'est trop compliqué, quoi. C'est ça. Mais je pense que c'est l'une des meilleures stratégies à faire, hein. Même dans la bourse, de manière générale. Voilà, donc ça, c'était le coup de gueule de Yomi. Il avait l'air vachement Mais en fait, énervé. il était colère contre les gens, justement, qui se prennent pour des professionnels en trading crypto. Avec quelques heures de formation alors que, YouTube. En plus, la crypto, ça s'inscrit dans la finance, la vraie finance, quoi. C'est pas à part. Donc, tu peux pas être expert crypto sans connaître les mécanismes de la finance traditionnelle. Exact. Donc, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, même les experts, ils y arrivent pas, en fait. D'ailleurs, moi, je me permets de rebondir là-dessus, parce que je crois que j'en ai même parlé dans le premier podcast. Mais quand je vois Yomi qui pousse un coup de gueule sur la crypto comme ça, là, ça me fait penser à quelqu'un, tu vois, je crois que c'était au neveu de Oussama Ammar. Lui a sûrement peut-être tout compris, je ne sais pas. Hein, on lui a dit de gagner de l'argent, il a fait 100 000 euros en 3 mois. Ouais, je crois que c'était un chiffre indécent comme ça, en 3 mois. Donc lui, tu vois, il a sûrement compris quelque chose, c'était même pas par la chance, tu vois. Parce que la chance, ça n'existe pas, mec. Donc, c'est 95% de travail. Donc il a réussi à se faire 100 ou 200 000 euros, je sais plus, en quelques mois. Parce en un été. Parce que Oussama lui avait dit qu'avant de parler business, amasse déjà tes 100 000 euros. Exactement. Et là, il a senti qu'après les 200 000 euros, tu vois, ou les 100 000 euros, il avait compris quelque chose, tu vois. Alors que je vois pas, honnêtement, un gars de 16 ans qui se fait 100 ou 200 000 euros en crypto en quelques mois, je pense que c'est de la... j'imagine, ça fait bien 3 ans ou 2 ans qu'il a sorti ça sur le podcast Oussama. C'était même pas sans permission, c'était avant. Donc si je comprends bien, c'était en 2021. Son neveu là, il est multimillionnaire, limite milliardaire, parce que avec les effets composés. Bah oui, en plus. S'il a tout compris, aujourd'hui il est millionnaire. Plus que ça. Hein. Mais tu vois, c'est ouf. Mais c'est pour ça que je remercie Yomi pour ce coup de gueule, parce que c'est vrai. Il a remis les choses en place. Il a remis les choses en place. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Complètement. Bon, écoute, on a fait le tour. Je pense qu'on a fait bien le tour. Donc, du coup, j'ai encore beaucoup de choses sous le coude. Ça fera l'objet d'un 3e épisode. Et du coup, on aura un guest. Donc, avec Julien Etoqué. Julien Etoqué, qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs. On pourra le mettre à la promo en temps voulu. Ok. Ça va être super intéressant parce qu'il a une vision business qu'on n'a pas forcément. Donc, ça va être super intéressant. Et d'échanger avec lui, je pense qu'il a beaucoup de choses à te dire. Quand il avait déjà notre premier podcast, il se sentait un peu chaud, donc c'est cool. C'est ça. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.